Nous avons toujours voulu maîtriser le temps, faire vite, faire simple, être agile, faire des économies, être en harmonie avec notre environnement. Et si nous le faisions en un clic, juste au bout des doigts? Et si nous le faisions avec Dimana? Dimana, la nouvelle plateforme digitale de déclaration, de paiement et de demande de services en ligne de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Grâce à Dimana Tax, Dimana Service, Dimana Mobile, où que vous soyez et à temps, restez connecté pour toute procédure fiscale. Suivi et gestion des dossiers. Demande de carte d'immatriculation fiscale, de quitus et des diverses attestations fiscales. Demande de facilité de paiement. Consultation en ligne à partir de votre ordinateur ou votre téléphone portable. Dimana, entrez dans l'ère digitale avec l'Office togolais des recettes. Dimana, faisons-le simplement en ligne. Visitez dès à présent notre site dédié www.otr.tg. OTR, fédéré pour bâtir. Chers contribuables, fidèles à l'émission Les Mercredis du Fisc, bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de l'année. Nous vous savons très nombreux devant vos écrans et nous vous disons merci de nous suivre. Ce jour, nous allons parler d'un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlerons de l'obtention des titres fonciers. Qu'est-ce que c'est qu'un titre foncier? Quelle est la procédure d'obtention de ce document? Je suis sûre que vous êtes avec nous et que vous êtes très intéressés. Alors, avant de commencer, je vous demanderai de partager le lien de cette émission et de vous connecter sur nos pages Canal OTR et sur YouTube et sur Facebook Office togolais des recettes. Partagez le lien de cette émission, invitez les gens. Nous sommes en direct et nous répondrons à toutes vos questions. Je ne suis pas seule ce matin pour débattre de ce thème très important. J'ai avec moi un invité en la personne de M. Kambia. Monsieur Kambia, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Vous êtes chef section éducation des contribuables, chargé des affaires du cadastre et de la conservation foncière à la division de la communication de l'Office togolais des recettes. C'est bien ça? Exactement. D'accord. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin et j'espère qu'avec vous, nous ferons de fructueux débats autour de ce thème. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. D'accord. Chers internautes, comme je vous le disais, partagez le lien de cette émission et asseyez-vous confortablement parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et ce que nous dirons en premier lieu, c'est de savoir ce que c'est qu'un titre foncier. Monsieur Kambia, nous avons souvent entendu parler de la procédure d'établissement du titre foncier en vue de la sécurisation des terrains. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un titre foncier et quelle est son importance? Merci beaucoup, madame. Le titre foncier, comme tout le monde le sait, ça concerne le foncier et ça concerne un terrain. Alors, en définition simple, le titre foncier est un droit de propriété définitif et inattaquable portant sur un bien immeuble, qu'il soit bâti ou non bâti. Okay. En quelque sorte, lorsque vous avez un titre foncier, vous devenez définitivement propriétaire du terrain qui a été immatriculé. D'accord. Alors, vous pouvez répéter cette définition pour nous? Vous avez dit que le titre foncier... Le titre foncier, c'est un droit de propriété définitif et inattaquable. Okay. Qui porte sur un bien immeuble, qu'il soit bâti ou non bâti. C'est-à-dire, ça porte sur un terrain. Oui. Qu'il ait un bâtiment là-dessus ou non, vous devenez propriétaire définitivement lorsque vous disposez de ce document. D'accord. Donc, vous l'aurez compris dès la première question, l'importance de ce document. Lorsque vous l'avez, vous devenez propriétaire à vie. Et ce titre, on nous l'a dit, il est définitif et inattaquable. Que votre immeuble soit bâti ou pas, vous devenez propriétaire. Alors, nous entendons aussi parler d'immatriculation foncière. Est-elle différente ou assimilée au titre foncier? Merci beaucoup. Par définition, la procédure d'immatriculation, ce sont tout simplement les éléments par lesquels nous passons d'un domaine non immatriculé à un domaine immatriculé. Pour être plus simple, ce sont les étapes accomplies d'une manière successive pour aboutir
n'est-ce pas, à un document final qui s'appelle titre foncier. Okay. Alors, en termes simples, vous comprenez que la procédure d'immatriculation ne saurait être confondue au titre foncier. Ce n'est pas toutes les procédures d'immatriculation qui aboutissent. Okay. Il peut y avoir des difficultés en cours d'immatriculation et le titre foncier n'est pas délivré à la fin. Donc, le titre foncier n'est que le résultat de la procédure d'immatriculation. OK. Donc, l'immatriculation foncière, c'est le processus par lequel nous passons pour obtenir un titre foncier. Exact. D'accord. Alors, qui peut faire une demande de titre foncier? Le titre foncier, selon le code foncier domanial, ceux qui peuvent requérir le conservateur pour immatriculation, nous avons le propriétaire acquéreur, c'est-à-dire celui qui a acheté son terrain. Oui. Également, nous avons le copropriétaire. Vous pouvez être plusieurs personnes à avoir acquis un immeuble, disons les associations, des groupements de femmes et consorts, ou les enfants d'un même père ou des amis. Okay. Vous achetez ensemble un domaine, vous devenez copropriétaire. Donc, le copropriétaire qui a été désigné par ses pairs pour procéder à la demande d'immatriculation peut requérir au nom des autres. Mais au préalable, il faut qu'il soit normalement désigné par un acte, soit un procès verbal, soit un acte notarié qui le désigne comme mandataire des autres. Okay. Pour requérir le conservateur. Le troisième qui peut en tout cas requérir, c'est celui qui détient un droit réel. Qu'est-ce que vous entendez par droit réel? C'est simple. Lorsque quelqu'un est propriétaire d'un domaine, il vous confère la jouissance de ce domaine-là. On appelle ça l'usufruit. Vous profitez des fruits de ce domaine, il peut vous autoriser à les matriculer pour vous en servir. À ce niveau, il faut d'abord son autorisation préalable du propriétaire en question. Donc, vous avez un droit réel consacré. Il vous a autorisé à inscrire ce droit-là, donc vous devez immatriculer. Donc, lui aussi peut requérir. Le troisième qui peut requérir, c'est celui-là qui est un créancier. Vous voyez, dans le monde des affaires, on peut être amené à contracter un emprunt auprès d'un individu et finalement, vous voulez mettre votre terrain que vous avez en garantie. Il n'est pas encore immatriculé, vous le mettez en garantie. Au terme du contrat, le créancier peut dire, bon d'accord, monsieur, vous n'avez pas payé, est-ce que vous me permettez d'immatriculer ce terrain-là pour éteindre la dette? Du moins peut-être une partie ou la totalité de la dette. Alors, à ce niveau-là, le créancier peut requérir le conservateur pour immatriculation, mais avec l'autorisation préalable du débiteur, de celui qui a la dette. Ça, c'est le contrat sous seing privé. Ça peut aussi émaner d'une ordonnance de tribunal. Le créancier va saisir le tribunal pour immatriculer, pour que le tribunal donne l'ordonnance d'immatriculation du domaine qui était mis en garantie. Voilà, celui-là, on l'appelle le créancier qui a la garantie. Il peut à tout moment l'immatriculer. Il faut d'abord le consentement du débiteur ou une ordonnance du tribunal qui vient obliger le débiteur à se dessaisir de son bien. Donc, le dernier, c'est le notaire. Le notaire, il n'est pas dernier, c'est dans le désordre que ça a été classé. Le notaire peut demander une immatriculation au profit d'un tiers. Dans tous les cas, le notaire est investi pour ça, pour requérir le conservateur au nom des requérants propriétaires. Voilà les différents individus, les différentes personnes qui peuvent, en tout cas, demander l'immatriculation auprès du conservateur. D'accord. Merci, M. Cambian. Mais je vais revenir sur une partie de la question qui m'intéresse le plus. Vous avez cité diverses sortes de personnes. Alors, nous savons que dans le commun des mortels, nous tous, moi, vous, nous pouvons avoir la grâce d'acquérir un terrain. Alors, quand nous voulons immatriculer ce terrain, est-ce que juste parce que nous l'avons acheté, tout le monde peut se lever et le faire, ou bien est-ce qu'il faut forcément le confier à quelqu'un? Merci beaucoup. C'est vraiment une question qui fait couler beaucoup d'encre. Le code foncier et domanial est clair.
Ceux qui sont cités tout à l'heure, ce sont les personnes habilitées à requérir. Maintenant, si vous, propriétaire, acquéreur, vous vous sentez incapable ou bien vous vous sentez très occupé par d'autres événements, vous pouvez confier la procédure d'immatriculation soit à un notaire, soit à une tierce personne. Et ça va être risque et péril. La tierce personne doit être munie d'une procuration, dûment signée et légalisée au commissariat ou à la mairie. Dans tous les cas, l'administration qui est chargée de légaliser les signatures. Donc, quand vous mandatez quelqu'un pour vous représenter, il doit être muni d'une procuration. Il peut vous représenter valablement au niveau du cadastre pour immatriculer votre immeuble à votre profit. Mais le notaire n'a pas besoin d'une procuration. Il est déjà investi dans ce rôle-là par les tests. C'est un assermenté. Donc, quand vous confiez votre dossier au notaire, il poursuivra jusqu'au terme et vous rendra un titre foncier. J'insiste parce que nous avons souvent entendu dire qu'un individu lambda ne peut pas se lever et faire son titre foncier. Je ne sais pas si c'est une idée reçue. On nous a souvent dit qu'il faut confier le dossier à un géomètre, il faut confier le dossier à qui, parce que toi, individu, bon, tu ne peux pas faire toutes les procédures et tout. Qu'en est-il? Ces propos que nous entendons depuis fort longtemps nous inquiètent. L'administration fiscale, à l'instar de l'Office togolais des recettes, a pris des dispositions pour, en tout cas, éliminer ces affirmations que je dis bien gratuites. Vous voyez, le guichet foncier unique a été créé pour résoudre ces problèmes-là. Les requérants ne sachant pas dans le temps à quel service on va s'adresser pour savoir ce qu'on doit faire pour immatriculer son domaine. Le guichet foncier unique est venu pallier à ce vide-là. Et aujourd'hui, quand vous vous présentez au guichet foncier unique, vous posez des questions. Moi, j'ai un terrain que je veux matriculer. Qu'est-ce que je dois faire? Des gens sont disponibles à vous expliquer ce qu'il faut faire. Je reviens en précisant que toute personne qui est propriétaire d'un bien qu'il a acheté, qu'il a eu par donation, qu'il a eu par un arrêté d'attribution, qu'il a eu par un arrêté d'autocession, ou bien qu'il a eu par héritage à partir de la succession, il peut lui-même s'approcher du cadastre, remplir sa réquisition et faire la formalité de demande de titre foncier sans l'intervention de qui que ce soit. Merci, M. Kambia. Nous avons pris le temps de décortiquer cette question. Alors, chers internautes, je pense que vous avez suivi et que vous avez compris qui peut faire une demande de titre foncier. N'importe quel propriétaire de terrain peut faire une demande de titre foncier. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Cette idée reçue selon laquelle il faut s'adresser à un géomètre ou tout, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Et on nous l'a dit, même quand vous êtes nombreux, c'est une famille ou c'est une communauté, il suffit de désigner le mandataire. Le notaire peut aussi faire cette procédure, ainsi qu'un créancier, bien sûr, sur autorisation de son débiteur. Alors, nous avons dit qu'on est acquéreur d'un titre foncier, M. Kambia, enfin, qu'on est propriétaire d'un terrain pour demander maintenant un titre foncier. J'aimerais revenir un peu en avance. Avant d'acquérir un terrain, il paraît qu'on peut venir à l'OTR, en tout cas au service du cadastre, pour vérifier si ce terrain est déjà vendu ou pas avant de l'acheter, pour éviter les risques de double vente. Est-ce que cela est vrai? Merci beaucoup. Les services du cadastre et de la conservation foncière sont ouverts à cet effet. C'est comme un investissement parmi tant d'autres. Lorsque vous voulez acheter un pagne, vous devez vous assurer que vous achetez le pagne chez le boutiquier. Lorsque vous achetez un pagne dans la rue, certainement, le monsieur aurait volé. Le jour qu'on vous retrouve avec le pagne, on dit, mais c'est chez qui? Vous ne trouvez plus le pagne de chez lui, vous avez acheté. Ça veut dire que vous êtes un détenteur qui n'est pas propriétaire. Alors, pour éviter tous ces risques-là, d'acheter un terrain déjà vendu, d'acheter un terrain qui est déjà immatriculé, ou même d'acheter un terrain qui n'existe pas. Oui, on peut acheter un terrain qui n'existe pas. Oui, vous voyez monsieur qui vous dit, j'ai un terrain en EP, il vous invite dans son salon, vous faites le contrat de vente, vous payez l'argent, et puis vous sortez. Le terrain, il n'a pas été vu, donc
on suppose que vous avez acheté un terrain qui n'existe pas. Alors, donc, les requérants et les contribuables sont priés. Avant tout achat. Le code foncier est clair, mais nous avons des insuffisances. La tradition a fait que nous avons déjà acheté beaucoup de terrains. Les gens achètent sans savoir si le propriétaire là, il est d'abord immatriculé ou non. Donc, le code foncier est clair que pour vendre un terrain, il faut au préalable l'avoir immatriculé. Mais aujourd'hui, la tradition, la coutume a pris le devant et nous sommes obligés de régulariser les situations. Voilà pourquoi il est autorisé d'aller vers le cadastre tout de même pour vérifier est-ce que le terrain que je vais acheter, il existe. Premièrement, s'il existe, est-ce qu'il n'a pas été vendu déjà à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire déjà immatriculé ou bien en cours d'immatriculation. Donc si tous ces éléments sont réunis, le reste maintenant, ça c'est l'enquête de proximité. Quand c'est des domaines déjà approuvés, c'est-à-dire le schéma directeur est connu, l'urbanisme a déjà donné un DUDE. C'est très facile. Vous appelez DUDE? Oui, c'est un décret d'approbation. Le DUDE, c'est le décret d'approbation qui valide le schéma directeur établi par les services techniques, c'est-à-dire le cadastre et l'urbanisme. Tout ça, c'est trop savant pour nous. Schéma directeur, tout ça là. Vous ne pouvez pas nous simplifier un peu la chose? Le schéma directeur, entre nous, vous savez, on appelle chez nous Agblényimba, ça veut dire qu'un terrain qui n'est pas encore connu sur le plan technique. On ne sait pas encore quelle est l'occupation de ce terrain. La réserve est où? La rue est où? Les lots sont où? On ne sait pas encore. C'est-à-dire on n'a pas Disons que c'est un terrain vague. Un terrain vague qui existe, qui est dans l'espace. On voit le terrain. Mais on ne sait pas encore il est occupé de quelle façon. Il doit être occupé de quelle façon. Mais les terrains qui sont approuvés, on sait déjà là où il y a les rues, on sait là où il y a les lots, on sait là où il y a les réserves. Et on sait comment le terrain doit être occupé à travers un numéro ou un arrêté que l'urbanisme produit. Donc, quand ce terrain-là, vous arrivez au cadastre pour acheter un terrain qui est déjà connu dans la base du cadastre, tout de suite, on sait que le terrain est déjà immatriculé, c'est déjà acheté. Même le 3 tampons qui a été fait, c'est déjà positionné, on sait que c'est là-bas. Mais les terrains qu'on appelle souvent à Agblényimba, c'est-à-dire les terrains cultivables, qui ne sont pas encore approuvés, il faut être vraiment très prudent parce que le cadastre aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire pour éviter, pour en tout cas prendre en compte tous les domaines, qu'ils soient approuvés ou non, dans le plan cadastral. C'est l'enquête foncière qui est en cours. C'est pour résoudre ce problème-là. Avant, vous venez au cadastre pour un plan qui n'est pas encore approuvé, on ne peut pas savoir si quelqu'un a acheté là-bas ou pas. Sauf si la personne a déjà immatriculé, on peut vous dire, ah, il y a un titre foncier ici. Voilà le problème. Dans tous les cas, pour acheter un terrain, rendez-vous au cadastre pour vous renseigner sur le plan que vous avez en main. Est-ce que ce terrain-là, il est libre ou bien s'il existe? Vous aurez les conseils techniques de tout le personnel du cadastre pour vous appuyer. D'accord. Merci, M. Kambia. J'espère que nos auditeurs, nos téléspectateurs, si nous voulons les rappeler ainsi, nos internautes nous ont suivis. Alors, maintenant, nous allons aller à notre thème proprement dit, qui est la procédure d'obtention du titre foncier. Pour obtenir ce document, quelles sont les étapes? Avant d'aborder les étapes d'obtention des titres fonciers, il faut signaler qu'avant même de vous approcher des services techniques du cadastre ou de la conservation foncière pour requérir le conservateur, il y a des préalables. Les préalables, c'est qu'il faut avoir un acte de transfert de propriété. Qu'est-ce que c'est? Un reçu de vente, un contrat de vente, c'est pas la même chose. Le reçu de vente, c'est entre deux parties tout simplement. Un contrat de vente peut être notarié. Voilà. Le contrat de vente peut être notarié. Le contrat de vente peut être signé par le maire, validé par le chef canton. Voilà les formes de contrat de vente. Donc, si vous avez un reçu de vente, un contrat de vente... Les deux ou l'un ou l'autre? L'un ou l'autre. Ce sont des actes qui constatent le transfert de droit de propriété. Le reçu de vente, le contrat de vente, un arrêté d'attribution. Ça, c'est l'État qui vous attribue un domaine. C'est-à-dire c'est une réserve qu'on vous a attribuée. Il y a un arrêté de rétrocession. Là, l'État vous a vendu. Vous a vendu un domaine public.
Et si vous avez également un acte de donation, Mhm. un acte de donation, on vous a donné un immeuble, il vous faut un acte. OK. Ou bien vous avez, dans le cadre de la succession, c'est votre parent qui avait ça, vous devez avoir le certificat de succession OK. dûment enregistré. D'accord. Donc si vous avez tous ces documents-là, c'est le tout premier. D'accord. Vous devez vous assurer que vous avez votre carte d'identité nationale. Non, Une pièce d'identité. avant de continuer, Oui. sur les documents que vous aviez cités, ça veut dire que, si je comprends bien, pour faire simple, vous devez avoir un document qui prouve votre propriété, Tout simplement. tout simplement. C'est-à-dire, si vous l'avez acheté, un reçu d'achat ou un contrat de vente, si on vous l'a donné, un acte de donation, succession, ainsi de suite. Mais vous devez avoir un papier qui prouve que ce bien vous appartient. D'accord. Alors c'est le tout premier document qu'il faut avoir. OK. Et quand vous avez ce document, vous le complétez par une pièce d'identité en cours de validité. Oui. Ça peut être un certificat de nationalité pour les Togolais, ça peut être une carte nationale d'identité togolaise, ça peut être une carte d'électeur, ça peut être également une carte consulaire. Vous voyez, nous avons nos parents qui sont à l'étranger, qui n'ont pas la carte nationale d'identité togolaise, mais qui sont reconnus par le consulat sur place du Togo. Donc cette carte consulaire peut aussi servir. D'accord. Et quand vous avez ça, vous devez aussi fournir le projet de plan. Quand vous voulez requérir, c'est qu'il y a un projet de plan que vous avez. Ce projet de plan est établi par un géomètre agréé, privé, qui est agréé par l'Ordre des géomètres du Togo, l'OGT. D'accord. Donc, vous devez avoir un projet de plan d'abord. Un projet de plan d'abord. Mais on avait déjà dit au début qu'on n'avait pas besoin de géomètre. Maintenant, le géomètre revient. Qu'en est-il? Le géomètre est un intermédiaire qui permet, n'est-ce pas, d'établir le document technique. OK. Dans la procédure d'immatriculation, le géomètre agréé est un partenaire externe à l'administration foncière. Donc, ce contrat entre le propriétaire et le géomètre n'engage pas l'office. On vous demande d'apporter un projet de plan. Vous vous adressez à un géomètre agréé de l'OGT privé. Je précise privé parce qu'il y a des géomètres du cadastre de l'administration qui sont aussi agréés. Ils ne sont pas habilités à délivrer un plan projet pour l'immatriculation. Donc, quand on vous demande ce document-là, c'est à vous de vous adresser à un géomètre pour vous établir ce document et vous revenez vers le cadastre. D'accord. Donc, le plan projet est établi, vous l'avez. Au finish, pour les personnes morales, vous le savez, les personnes morales de droit togolais, les sociétés, les entreprises, ces gens de requérants, vous devez avoir l'autorisation préalable. L'autorisation préalable, si vous êtes, vous et moi, si vous êtes Ghanéen, vous voulez immatriculer, il vous faut une autorisation préalable. Si vous êtes une personne physique étrangère. Mais les personnes morales de droit togolais, le récépissé de création, la carte de CFE, c'est-à-dire la chambre de commerce, vous devez avoir soit les statuts ou l'agrément. Tous ces éléments vous joignent au dossier. Si vous êtes une personne morale de droit togolais, société comme entreprise. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez ces documents-là, vous pouvez vous présenter au guichet foncier unique pour faire le dépôt afin d'avoir l'avis favorable. C'est-à-dire, le plan que le géomètre agréé vous a donné, c'est un plan projet. Est-ce que l'administration fiscale va valider ou pas? Voilà, c'est à ce niveau-là que vous allez approcher l'administration. Tous les éléments que je viens de citer, ça se fait au préalable, avant d'approcher l'administration fiscale pour avoir l'autorisation sur ce plan projet ou sa validation. D'accord. Je vais revenir là-dessus pour vous expliquer comment le plan-là est validé par quelle unité. D'accord. Merci, M. Kambia. Donc, ça, c'est une introduction que vous avez faite. Est-ce que nous pouvons passer à la procédure d'obtention maintenant? Voilà. Très bien. Lorsque vous avez, je crois bien que c'est ce que je viens de dire, lorsque vous avez ce plan projet avec toutes les pièces que je vais citer un peu plus haut, vous vous présentez au guichet foncier unique qui est logé au niveau de l'OTR, en face de l'ambassade des États-Unis. Vous vous rendez là et vous faites le dépôt du plan projet. Vous payez 2 000. Je précise bien, nous entendons des spéculations. Le contrat entre le géomètre privé et le requérant ne concerne pas l'office.
Les frais d'établissement du plan de un tampon ne coûtent pas 80 000, ne coûtent pas 100 000 à l'OTR. OK. 2 000 francs, vous déposez, vous payez, et il y a 3 cellules qui vont étudier. On dit guichet foncier unique, c'est qu'il y a 3 cellules qui sont réunies pour valider les opérations foncières sur place. Il y a la DAEMA, qu'on appelle souvent l'agrofoncier, qui s'occupe des plans ruraux ou bien semi-urbains. OK. Il y a la direction de l'urbanisme qui s'occupe des plans qui sont déjà approuvés, comme je l'ai dit, des plans qui sont déjà dans le schéma directeur. Et le cadastre qui vient à la fin valider, donner un dernier visa sur les 2 autres visas. Les 2 partenaires vont valider d'abord, le cadastre vient valider. Le cadastre peut ne pas valider. Okay. Le cadastre peut trouver que il y a un titre foncier sur ce domaine. Il y a une réquisition qui est en cours de matriculation sur ce lot. Ce que l'urbanisme et l'agrofoncier ne sont pas capables de voir. Okay. Voilà pourquoi c'est le cadastre qui donne le dernier visa à la fin, qu'on appelle avis favorable. Tout ceci, vous payez 2 000. Et en 72 heures, selon les procédures du guichet foncier unique, en 72 heures, vous avez l'avis favorable ou bien l'avis défavorable. OK. Donc, quand vous avez l'avis favorable maintenant, vous retournez maintenant faire signer le plan définitif avec le géomètre agréé. OK. Et avec ce plan, vous réunissez ce plan définitif-là avec les éléments que j'ai cités plus haut, c'est-à-dire un acte notarié, un contrat de vente ou un reçu de vente, une carte nationale d'identité togolaise, un certificat de nationalité, une carte d'électeur, carte consulaire, et vous passez au service de l'enregistrement. D'accord. Pour enregistrer l'acte que vous avez. OK. Merci, M. Kambia. Avant de faire une pause publicitaire, dites-nous, c'est quoi la différence entre le plan projet et le plan définitif? Le plan projet, il est fait en dehors de tout contrôle de l'administration fiscale, c'est-à-dire le guichet foncier unique. OK. Vous sollicitez un géomètre pour vous dessiner le terrain que vous avez acheté. Il vous sort un document, il s'appelle un plan projet. D'accord. Parce qu'il n'a pas reçu une validation de l'administration foncière sur place. OK. Le plan définitif vient du plan projet validé. OK. C'est lui qui porte le tampon. C'est lui qui porte le tampon du géomètre agréé. Le plan projet porte l'avis favorable ou bien l'avis défavorable. OK. Le plan définitif est fait lorsqu'il y a un avis favorable sur le plan projet. D'accord. OK, nous revenons tout de suite pour continuer cette émission, mais en attendant, nous lançons une pause publicitaire. Chers amis, à tout à l'heure. Nous avons toujours voulu maîtriser le temps, faire vite, faire simple, être agile, faire des économies, être en harmonie avec notre environnement. Et si nous le faisions en un clic, juste au bout des doigts? Et si nous le faisions avec Dimana? Dimana, la nouvelle plateforme digitale de déclaration, de paiement et de demande de services en ligne de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Grâce à Dimana Tax, Dimana Service, Dimana Mobile, où que vous soyez et à quand, restez connectés pour toute procédure fiscale. Suivi et gestion des dossiers. Demande de carte d'immatriculation fiscale, de quitus et des diverses attestations fiscales. Demande de facilité de paiement. Consultation en ligne à partir de votre ordinateur ou votre téléphone portable. Dimana, entrez dans l'ère digitale avec l'Office togolais des recettes. Dimana, faisons-le simplement en ligne. Visitez dès à présent notre site dédié www.otr.tg. OTR, fédéré pour bâtir. Chers contribuables, nous revenons sur le plateau de cette émission. Nous vous rappelons que nous sommes en direct sur notre page Facebook Office togolais des recettes, sur notre page YouTube Canal OTR et aussi dans cette réunion Zoom. Jusque-là, vous nous avez suivis. Nous savons que vous avez beaucoup de questions. Vous pouvez les laisser dans le chat. Vous pouvez aussi les écrire sur nos différentes pages. Nous nous ferons un plaisir de répondre. Le thème dont nous parlons aujourd'hui est la procédure d'obtention du titre foncier.
Alors, nous étions sur les étapes. Monsieur Kambia, quelles sont les étapes d'obtention du titre foncier? Merci beaucoup. Plus haut, j'avais déjà effleuré. On va aller plus clairement sur les étapes. L'étape d'enregistrement est la première étape. Lorsque vous avez accompli les formalités préalables, vous avez un plan, vous avez un document de transmission de droit de propriété, vous allez vous présenter à la division de l'enregistrement. Mais il est conseillé d'avoir d'abord le NIF, de vous approcher d'un service d'immatriculation. Qu'est-ce que c'est que le NIF? Oui, le NIF, c'est sous forme de compte bancaire sur lequel tout paiement se fait à l'Office togolais des recettes. Okay. Donc, vous devez avoir d'abord ce NIF-là, ce document, ce numéro, qui vous permet de payer les droits à l'Office togolais des recettes. D'accord. Puisque quand on va à l'enregistrement, c'est dans l'intention de payer les droits d'enregistrement. Donc, vous devez au préalable avoir le NIF et ça s'obtient au guichet foncier unique. Il y a un agent qui est affecté de l'immatriculation qui fait ce document en moins de 30 minutes, vous l'avez. D'accord. Donc, une fois que votre acte est enregistré, les droits d'enregistrement sont payés. Si c'est un acte notarié, vous retournez voir le notaire pour délivrer une expédition. D'accord. L'enregistrement est à quel niveau? À quelle étape? L'enregistrement se retrouve au tout première étape. D'accord. Donc, dès que vous avez pu établir votre plan définitif, vous amenez le plan et les autres documents suscités pour enregistrement, c'est ça? Pour enregistrement. D'accord. Et là, vous faites établir un numéro d'identifiant fiscal. Fiscal avant de payer les droits d'enregistrement. D'accord. Quand vous payez les droits d'enregistrement, je précise que si c'est un acte notarié, nous voyons souvent les gens qui déposent des minutes. Il a pris un acte notarié, il a payé, il se dirige au cadastre pour déposer et on rejette. Lorsque c'est un acte notarié, vous retournez voir le notaire qui vous délivre une expédition. Et ce n'est que l'expédition maintenant que vous allez réunir l'expédition ou les contrats ou le reçu de vente, ajouter aux pièces que j'ai citées plus haut, et vous vous présentez à la direction du cadastre pour requérir. Ça s'appelle la réquisition. Et quand vous arrivez là, vous remplissez une réquisition proprement dite. Une fiche qu'on vous remet, vous remplissez, vous signez. Et quand vous signez, vous mettez toutes les pièces contenues dans le dossier, vous le déposez au guichet. Il y a un guichet qui est ouvert, les dépôts. Et quand vous déposez le dossier là-bas, il est saisi, numérisé, et on verse tous ces documents dans un système informatique. Aujourd'hui, ce n'est plus un truc manuel. Aujourd'hui, toutes les pièces que vous déposez au cadastre pour immatriculation, c'est scanné et versé dans un système informatique pour aboutir à une production numérique des titres fonciers. C'est ça le projet. Alors donc, quand vous déposez, on vous donne un récépissé de dépôt. À ce niveau, vous repartez chez vous. Vous allez recevoir un message sur votre portable, un SMS, qui vous dit que le dossier a été accepté ou rejeté. Donc, il y a une étude qui est faite de conformité et de paiement des droits avant de liquider. Et quand on liquide le dossier, ça veut dire que liquider veut dire quoi? Facturer. On va vous facturer les montants payés. Vous recevez ce montant-là sur votre portable, en SMS. Vous êtes sûr? Au Terre-Info, oui. Vous recevez cet SMS-là qui vous dit que votre dossier a été liquidé. Vous pouvez le télécharger, le bordereau de liquidation, vous le téléchargez et l'avoir. C'est en ce moment-là que vous revenez au cadastre pour récupérer le dossier pour aller payer. D'accord. Et quand vous payez, vous avez droit à un numéro de réquisition qui est généré à votre profit. Donc, à partir de là, votre dossier est rentré dans le circuit d'immatriculation. Donc, après cette étape-là, les dossiers sont envoyés à la publication du journal officiel. Là, c'est la publicité foncière qui commence. Parce qu'immatriculer, le titre foncier, c'est un document très important. Il faut le rendre un peu plus sûr. Donc, la publicité foncière est une étape très importante. Alors, les dossiers sont envoyés à la publication au journal officiel de la République togolaise. Et quand on a le journal officiel, le requérant a droit à une copie gratuitement. Je précise que le journal officiel est délivré gratuitement au niveau de la conservation foncière. Et il est aussi consultable sur le site web de l'OTR. www.otr.tg gratuitement. Et comment on fait pour l'obtenir, ce journal-là? On vous appelle aussi, on vous envoie aussi un SMS ou c'est comment? Le journal officiel, vous l'avez périodiquement, on communique là-dessus. Vous avez le journal officiel au plus tard 1 mois après le dépôt. 1 mois après le dépôt. Au plus tard, puisque chaque semaine, il y a un envoi. Donc on suppose que les imprimeurs, après traitement, peuvent prendre 1 semaine. Donc ça fait 2 semaines. Pour être sûr que le journal officiel, il est
disponibles, nous avons conseillé les requérants à venir au plus un mois après. Un mois après. Au plus un mois après, le journal officiel, il est disponible physiquement et il peut être téléchargé sur www.oter.tg gratuitement. Donc c'est à partir de cette étape-là que nous affichons. On fait l'affichage, ça veut dire quoi? Le journal officiel est affiché au tribunal, chez le greffier et affiché au cadastre. Pour une période de 20 jours au moins. On fait 20 jours au moins avant même d'aller au bornage contradictoire. Ce temps-là permet aux gens de dire non, je ne suis pas d'accord que Kodjo immatricule ce terrain. Donc c'est pour vider les contentieux, pour vider le temps des contestations, pour permettre aux gens de contester ou bien de ne pas contester. Donc lorsque les 20 jours sont expirés, le bornage contradictoire est fait. Est-ce que c'est-à-dire que lorsque je dépose mon dossier, je fais 30 jours pour le JO, 20 jours, ça fait 50 jours par là, disons 2 mois par là, j'aurai mon bornage? Ce n'est pas automatiquement que vous avez le journal officiel, que le bornage est programmé, est fait le lendemain. C'est une programmation. Vous avez 1000 dossiers qui sont parus au journal officiel. Vous avez affiché le nombre de dossiers qui peut être traité dans le mois, dans la semaine, par jour, par équipe. Vous ne pouvez pas vider tout le stock de dossiers déposés dans le mois. Nos capacités ne nous permettent pas aujourd'hui, c'est pour cela qu'on est en train de numériser, pour être en phase avec les délais de production. Donc c'est des programmations qui sont faites, et quand c'est programmé, c'est à ce niveau-là qu'on fait l'affichage pour 20 jours. On vous annonce que tel dossier est programmé pour tel jour, mais c'est 20 jours avant. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous prononcez en venant au cadastre pour déposer une opposition formelle à l'immatriculation. Si vous ne vous prononcez pas, le 21e jour, les équipes sont sur le terrain pour faire le bornage contradictoire. Il s'agit de contrôler le plan que le géomètre privé avait déposé. Nous allons procéder nous-mêmes à l'établissement de notre propre plan. Parce que nous avons une technologie peut-être plus avancée que la technologie que disposent les géomètres privés. Donc on refait ce plan, on fait un procès verbal qui est signé par les deux parties et par tous ceux qui sont intéressés par ce bornage contradictoire s'ils sont présents. Et au finish, lorsque c'est fini, lorsqu'on a fini avec le procès verbal, le plan définitif, c'est le plan du cadastre. Il est édité et la suite, le dossier continue son circuit. Il quitte le bornage contradictoire vers la sécurisation foncière. Donc sécuriser, c'est de prendre en compte ce plan qu'on vient de faire là dans le système informatique de l'office, dans le système informatique du cadastre. Le positionner, ce plan-là qu'on vient de faire, on le positionne sur le plan cadastral pour le sécuriser. C'est comme un cadenas. On a construit une maison, vous mettez la porte, il faut mettre le cadenas. Donc le cadenas, c'est la sécurisation pour éviter qu'un autre dossier ne passe par là. Donc ça évite les créations de double titres fonciers, ça évite tout simplement les doubles ventes. C'est quand on vient contrôler ce que je vais acheter ici. Si on n'a pas sécurisé avant, on va dire qu'il n'y a rien là-bas, il ira acheter. Et ce n'est qu'après qu'on constatera que dans la société, il y a des conflits. Donc c'est la sécurisation foncière qui est faite juste après que le plan définitif du cadastre est produit. Vous voyez, à ce niveau, il y a encore quelque chose à faire. Ce n'est pas parce que le plan définitif est produit qu'on a fini. Le plan définitif est produit, il faut d'abord que la sécurisation donne l'avis favorable. On va dire oui. Si c'est non, ça veut dire qu'il y a des entités foncières là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'immatriculer. On va rejeter. Mais quand ça passe l'étape de la sécurisation avec succès, les dossiers sont envoyés pour l'homologation. Homologuer veut dire donner la signature sur un document cadastral, le plan, donc homologué. Et ça, c'est le chef de division du cadastre qui fait l'homologation. Lorsqu'il fait l'homologation, les dossiers quittent le cadastre maintenant pour la conservation foncière. Et c'est à ce niveau que la création commence. Étape technique, c'est le cadastre que je viens de décrire. L'étape maintenant juridico-administrative
Et ça, c'est la création. Les gros mots, tout ça. Oui, on regarde, on contrôle le dossier. Est-ce que le plan n'a pas été trafiqué? Est-ce que le reçu de vente n'a pas été un faux reçu? Oui. Parce que les signatures sont comparées avec la pièce d'identité qui est là. On va voir est-ce que l'enregistrement est-ce que les droits sont payés? Oui. Donc, tous les éléments sont contrôlés avant de passer à la création. Et la création a 3 étapes. On va encore étudier la conformité des pièces entre elles. D'accord. Et quand c'est bon, on va rédiger un bordereau analytique qui résume toutes les pièces contenues dans la réquisition. Et au finish, le titre foncier, on vérifie la dernière étape, excusez-moi, c'est de savoir si la date de forclusion est atteinte. C'est quoi la forclusion? Voilà. C'est la date le délai pendant lequel tout le monde peut dire non à l'immatriculation. Ça fait 90 jours. À partir de l'affichage. Si on a affiché le 1er juin, c'est-à-dire le 1er août, entre le 1er juin et le 1er août, là, les contribuables, les requérants sont capables de dire non en écrivant au cadastre une opposition formelle. OK. Et vous payez 15 000 de timbre pour vous opposer à une immatriculation. Et je précise, on ne se pose pas. Nous voyons beaucoup d'oppositions qui arrivent et on ne sait pas on se pose contre quoi. On ne peut s'opposer contre une réquisition d'immatriculation. On ne peut pas s'opposer contre le nom de quelqu'un. D'accord, ok. Quand vous voulez vous opposer à une immatriculation, assurez-vous que vous connaissez le numéro de réquisition contre laquelle vous voulez vous opposer. Et non de dire, je viens former mon opposition contre Kofi. Okay. Ça ne va pas prospérer. Okay. Il y a beaucoup de Kofi. Ou bien vous apportez un plan global, vous dites que vous vous opposez contre les immatriculations qui viendront sur ce plan. Ça ne prospère pas. Okay. Donc tout ce que vous allez faire, c'est de chercher à savoir la réquisition qui est en train de passer dans votre domaine, que vous n'êtes pas d'accord. Vous vous opposez contre cette réquisition-là, vous la nommez dans votre écrit. Et vous payez 15 000, l'opposition sera traitée. Ok. Merci, M. Kabia. Nous allons revenir en long et en large sur cette question. Nous avons déjà beaucoup de questions que les contribuables nous posent. Nous pensons que certaines d'entre elles sont en train d'être prises en compte. Mais déjà, je vous fais cas de cette question. Alors, M. Fanuel Dignon nous dit, s'il vous plaît, parlez-nous de la procédure de réalisation d'un titre foncier, c'est-à-dire des étapes, ce sur quoi nous sommes actuellement. Cela prend combien de temps? Parlez-nous de la réalisation du titre foncier, c'est-à-dire des étapes. Alors, bonjour, je vous remercie pour l'émission. J'ai une question. Comment se fait-il qu'un seul terrain possède 2 ou 3 titres fonciers? Nous avions dit plus haut que le titre foncier est inattaquable. Bon, nous reviendrons peut-être répondre à l'internaute. Vous pouvez déjà noter les questions. Alors, la procédure, beaucoup de questions sur la procédure, donc je pense que nous allons revenir là-dessus. Mais avant ça, nous allons avancer un peu sur notre protocole. Alors, nous avons dit que lorsque nous introduisons une demande, ça passe par l'enregistrement. En plus, nous allons au journal officiel, l'affichage et le bornage. Alors, je veux m'attarder un peu sur le bornage contradictoire qui est un maillon difficile de la chaîne où beaucoup de retours nous reviennent. D'abord, expliquez-nous concrètement, quand on parle de bornage contradictoire, qu'est-ce qui se fait d'abord? Merci beaucoup. Comme on le dit, bornage contradictoire, dans le mot bornage, vous entendez borne. Quand vous achetez un terrain, vous avez des bornes que vous placez sur votre terrain. Quand vous avez acheté un terrain, vous avez des bornes que vous avez placées. Alors, vous avez dressé un plan par votre géomètre privé pour envoyer au cadastre. Jusque-là, le cadastre suppose que le terrain n'existe pas. Le cadastre suppose que le terrain n'existe pas, ou bien s'il existe, il ne correspond pas à l'espace technique, ou bien qu'on peut avoir des conflits sur le plan cadastral. Donc le bornage consiste tout simplement à un retour, si je peux le dire, un deuxième retour sur le terrain pour contrôler le plan déposé par le géomètre privé agréé de l'ordre des géomètres du Togo. Et à la fin, nous établissons notre plan définitif qui est celui du cadastre, qui va aller au titre foncier. Donc, bornage veut dire retour pour une deuxième fois
c'est-à-dire le géomètre privé était déjà allé, nous on n'y était pas, Ok. nous allons retourner confirmer son plan ou bien l'infirmer. Ok. L'infirmer veut dire que nous pouvons procéder à des ajustements. Donc nous procédons à l'établissement de notre propre plan qui doit aller au titre foncier. Voilà ce qu'on appelle bornage contradictoire. D'accord. Le retour sur le terrain pour une deuxième fois par l'administration du cadastre maintenant et non le géomètre privé. D'accord. Quelles sont les parties qui sont présentes lors de ce bornage contradictoire? Le bornage contradictoire, avant même l'exécution, pendant que c'est affiché pour 20 jours, le propriétaire requérant, si c'est lui-même, propriétaire requérant, il reçoit une convocation. Ok. Tous les limitrophes tout autour de l'immeuble qu'on a précisé dans le plan parcellaire, parce que c'est sur le plan que nous regardons pour convoquer les parties. Okay. Nous ne sommes pas sur le terrain pour savoir que c'est Kofi qui est à gauche ou bien à droite, à l'est, à l'ouest. Sur le plan déposé, tous ceux qui sont insérés comme limitrophes au terrain qu'on veut matriculer, ils reçoivent une invitation, une convocation pour être là le jour du bornage. Okay. Et comment vous les convoquez? Puisque, a priori, est-ce qu'ils sont dans votre base de données? Leurs noms sont bien écrits sur le plan qui est déposé. Okay. Et la réquisition que le requérant a remplie, il a pris soin de les numéroter, limiter au nord, au sud, à l'est, à l'ouest par... Les noms sont connus. Donc, à partir de ces noms qui figurent sur la réquisition ou bien sur le plan, nous allons établir des convocations. Les convocations, ce sont des imprimés qu'on remplit pour dire que monsieur tant, vous êtes invité au bornage qui se tiendra tel jour. Et on annexe le journal officiel là derrière pour que vous puissiez savoir le bornage auquel on m'invite concerne quel domaine. Okay. Si ça concerne le domaine qui m'intéresse, je me présente pour confirmer mes limites. Okay. Il s'agit de confirmer que oui, je suis d'accord sur les limites sur lesquelles vous voulez faire le bornage. Ou bien je ne suis pas d'accord, ça a dépassé la limite. Donc c'est pour éviter les contestations au moment où le titre foncier est définitivement créé. D'accord. Okay. Lorsque nous effectuons ce bornage, la plupart du temps, il y a des accusés qui sont remis, en tout cas des documents qui sont remis au propriétaire ou au requérant et qu'il doit signer lui-même et faire signer aussi à d'autres personnes. Cette étape-là, comment est-ce que ça se passe? Heureusement, lorsque le requérant vient, c'est vraiment une étape cruciale. 90% des dossiers aujourd'hui à la conservation foncière qui n'ont pas abouti, c'est le manque de retour des accusés de réception. Les accusés sont de deux sortes. Il y a les accusés de réception du requérant et ses partenaires, c'est-à-dire les limitrophes, et il y a les accusés de l'administration. Okay. Donc l'administration, c'est qui? Le maire ou le préfet, le procureur ou le président du tribunal, et le greffier en chef du ressort territorial de l'immeuble. Okay. Ces accusés-là sont envoyés officiellement par l'administration. Et le retour est souvent attendu. Ce retour est souvent difficile. Beaucoup de nos requérants souffrent là-dessus. Et je crois que les autorités ont pris leur bâton de pèlerin pour régler ce problème définitivement. Mais quant aux accusés qu'on remet au requérant avec ses partenaires, il est chargé de les faire signer. Puis c'est lui qui connaît son propriétaire. Celui qui connaît ses limitrophes. Alors c'est lui qui va faire signer ces accusés-là aux limitrophes. Le propriétaire peut être limitrophe. Mais pendant que le propriétaire n'est pas limitrophe, son accusé n'est pas là. Mais le plus souvent, vous voyez, on me dit le propriétaire, c'est lui seul qui est tout autour. Tous les plans qui sont faits à 80%, vous allez voir qu'on écrit le nom de Kodjo, qui est le seul limitrophe partout. Or, il aurait déjà vendu tous les lots qui sont tout autour. Mais comme nous ne voyons pas les noms des Kofi, des Anani comme limitrophes, on remet la même convocation à celui qui a vendu et à celui qui a acheté. C'est ça qu'on appelle accusé cédant, accusé du requérant. Mais il faut entendre au niveau de cédant que c'est parce qu'il est limitrophe qu'on lui a donné l'accusé pour signer. Si son nom ne figurait pas comme limitrophe, il n'aurait pas reçu d'accusé pour signature. Donc le requérant est chargé d'urgence
C'est écrit sur à retourner d'urgence sur le document. D'urgence, une fois que le bornage est réalisé, c'est dit qu'ils doivent signer ça sur place. C'est dit dans le code foncier que les accusés et le procès verbal sont signés sur place par les intéressés du bornage contradictoire. Mais il arrive souvent que c'est compliqué. C'est compliqué, tel limitrophe est au Ghana, tel est en Côte d'Ivoire. Il est compliqué si on attend que cela puisse signer les accusés ce jour de bornage. On n'ira pas. Ça va pénaliser le requérant. C'est pour cela qu'on lui remet d'avance. Il peut signer ça avant ou juste après. Mais dans tous les cas, il doit nous ramener ça d'urgence pour que la procédure puisse se poursuivre. D'accord. Merci, M. Kambia. Alors, nous allons passer à une dernière question avant de commencer par répondre à celle des internautes. Vu l'audience que nous avons et les questions que nous avons, je pense que cette émission ne se fera pas en un temps. Nous reviendrons sur ce thème le mois prochain. Alors, ma question est la suivante. Nous avons parlé, en tout cas, nous sommes en train de parler du bornage contradictoire. Est-ce qu'on peut contester ce bornage contradictoire? Merci beaucoup. Si nous avons invité des gens à participer au bornage, si on a fait un affichage pour dire aux gens il y aura tel bornage tel jour, c'est dans l'objectif que des gens puissent dire non ou de ne rien dire. Lorsqu'on ne dit rien, c'est qu'on est d'accord sur la procédure. Il n'y a pas une pièce à fournir pour dire je suis d'accord que la procédure se poursuive. Qui ne dit mot constant. Qui ne dit mot constant. Mais lorsqu'on n'est pas d'accord, on peut contester le bornage contradictoire. Et comment ça se fait? Vous vous présentez au bornage contradictoire, vous dites aux géomètres qui sont là pour le bornage que vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est le jour du bornage. Le jour du bornage, vous pouvez aller sur le terrain. Vous dites aux géomètres que je ne suis pas d'accord sur ce bornage contradictoire, vu. Ce jour-là, on ne vous demandera pas un document pour savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Le géomètre va constater. On appelle ça opposition sur le terrain. Il va constater ça dans son procès verbal. Étant sur les lieux, telle personne est arrivée pour dire qu'elle n'est pas d'accord sur l'immatriculation de tant. Et il faut être prudent. Celui qui n'est pas d'accord à un bornage doit s'assurer que sur le procès verbal, le géomètre qui était là a bien notifié ça dans la partie concernée. Il y a une partie qui est consacrée à cette situation. On décrit la situation du terrain là-bas. Qu'il soit sûr que c'est ça et poser sa signature, que c'est lui qui a dit que. Il peut partir, le géomètre peut oublier. Et il ne met pas ça dedans. À la fin, on dit non, nous sommes corrompus, c'est parce qu'on connaissait Y qu'on n'a pas. Non, il y a trop de boulot, il peut oublier. Donc, il faut être sûr que le géomètre a mis cet écrit-là sur la partie indiquée et que le contestateur a signé avant de repartir. Mais ce n'est pas fini. Quand vous partez, vous devez formaliser votre opposition. Mais le bornage a eu lieu. Hein. Le bornage ne s'empêche pas. On ne se lève pas avec des gourdins ou des coupes pour renvoyer les géomètres du cadastre pour dire que non, je ne suis pas d'accord à un bornage. Non, ça c'est de la violence. Le bornage, c'est une opération administrative. Elle doit être faite, puisque les géomètres sont mandatés pour aller faire. Le bornage doit être fait, quelle que soit la situation. Si quelqu'un conteste le bornage, il sera fait, mais on va mentionner dans le PV que telle personne a dit non quand je suis allé sur le terrain. Ça va attirer l'attention de l'administration de traiter ce dossier avec prudence. On peut le mettre en veilleuse en attendant qu'une opposition formelle n'arrive pour qu'on puisse informer le requérant que telle personne est venue s'opposer à l'immatriculation de votre domaine. C'est ça qu'on appelle les notifications d'opposition. Il faut formaliser l'opposition. Une fois que vous dites non sur le terrain, laissez les géomètres faire leur travail technique. C'est à partir de là maintenant qu'on peut placer ce terrain-là, après le dessin, on le place sur la carte du cadastre pour dire qu'il y a opposition. Si le bornage n'a pas eu lieu, il y a toujours un vide au niveau du cadastre. C'est comme c'est un terrain sans problème. C'est comme c'est un terrain qui n'a pas de souci. C'est comme c'est un terrain normal. Une autre personne peut revenir avec un autre nom que vous ne connaissez plus. Les gens sont malins. S'il avait écrit son nom, Kodjo Kofi, pour venir immatriculer, tu es venu sur le terrain, tu as refusé.
de faire le bornage, Oui. il fait faire ça par une autre personne que tu ne connais plus. Et à ce moment-là, on guette ici, peut-être vous n'êtes plus là à la maison. OK. On guette ça. Si vous n'êtes plus là à la maison, les gens ne savent pas que c'est un problème. On va revenir. Il se pourrait que ce n'est pas la même équipe. Hein. Oui. Une autre équipe va revenir pour faire le bornage là un jour. Et arriver à la mise à jour, c'est-à-dire la sécurisation, on ne peut pas constater qu'un terrain tel était un problème. OK. Donc ce titre va passer. Et après, le gars viendra muter. Donc ils vous ont contourné. OK. Donc pour éviter ça, j'appelle les requérants. Lorsque vous vous opposez à une immatriculation sur le terrain, laissez faire le bornage. C'est un travail technique. Ce n'est pas une création de titre. Ça vous permet, n'est-ce pas, de sécuriser votre bien sur lequel vous vous opposez. Puisqu'on mettra à jour le plan cadastral pour dire que ce terrain a fait l'objet d'opposition. Quelle que soit l'équipe qui reviendra un jour pour faire un autre bornage frauduleux par les requérants, parce que quelqu'un peut nous tromper, nous on va retourner. On saura que, sur le plan, il y avait un problème. Donc le dossier, ça ne va pas prospérer. Donc le bornage est une étape technique. Je prie bien les requérants à laisser faire, mais en constatant sur les PV qu'il n'est pas d'accord et en venant formuler l'opposition au niveau du cadastre en payant 15 000 à la caisse. D'accord. Alors là, nous avons parlé de la contradiction au moment du bornage. Parce qu'après, le bornage est fait. On a envoyé des accusés de réception, et des invitations, pardon, des convocations aux limitrophes et tout. Il ne s'est peut-être pas présenté, peut-être qu'il avait eu une indisposition et le bornage a été fait. Mais après, il a constaté ou il constate que les limites sur lesquelles le bornage a été fait ne sont pas réelles ou ne l'avantagent pas dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'après, il peut faire une opposition? Il y a plusieurs façons de se poser. On peut se poser sur les limites. On peut se poser d'ailleurs même sur tout l'ensemble. Donc l'ensemble du droit de propriété, on peut se poser. Alors quand c'est une opposition sur les limites, ça veut dire que celui-là qui s'oppose a son propre plan. Soit il a un titre foncier. S'il a un titre foncier, ça le problème ne se pose même pas. Quand le dossier va arriver chez nous au cadastre, au niveau de la sécurisation, on va constater qu'il y a un empiètement. Si le géomètre qui allait faire le bornage a dépassé les limites, au moment de la sécurisation, on saura qu'il y a un empiètement. Et à ce niveau-là, la correction est faite sans même chercher à savoir que le gars s'est opposé ou pas. Le plus souvent, c'est des terrains non encore immatriculés qu'on pense qu'il a dépassé d'1 mètre, de 3 mètres de mes limites. À ce niveau-là, vous saisissez le cadastre par une opposition et vous joignez votre propre plan à l'opposition. Nous, on va étudier, on va inviter les deux parties. Il y aura une expertise. Il y aura une expertise à la charge de celui qui conteste. Puis c'est lui qui diligente cette activité. Donc, il va payer l'expertise ou bien le droit de visite et on ira pour regarder son plan en présence de l'autre partie. Et nous procéderons ce qu'on appelle à la correction. On va corriger le plan qu'on avait fait au préalable avant de poursuivre la création. D'accord. Merci, M. Cambia, pour tous ces détails qui sont très croustillants. Nous allons faire une pause dans l'évolution de cette émission pour pouvoir répondre aux questions. Comme je le disais, nous en avons assez et le temps nous talonne. Nous ferons forcément une deuxième émission le mois prochain pour avancer beaucoup plus en détail parce qu'il y a beaucoup de questions que nous n'avons pas encore prises en compte. Alors, je vous disais déjà, la première question... Parlez-nous de la procédure de réalisation de titre foncier, c'est-à-dire des étapes. Je crois que c'est déjà dit. Si l'internaute nous a suivis, il l'a dit. L'autre question, c'est cela prend combien de temps, s'il vous plaît? Alors, en combien de temps toute la procédure peut être établie? Cette question est inévitable. Elle était attendue. Et c'est normal. Alors, lorsqu'on fait la demande de titre foncier, dans les textes où l'objectif ou le délai, en tout cas fixé par l'administration, c'est de 6 mois. Les 6 mois, c'est un délai vers lequel nous allons tendre. C'est un objectif fixé. On a fixé 6 mois pour y arriver. Donc, pour arriver à 6 mois de production de titres fonciers, il y a des préalables. Et c'est ces préalables-là que l'Office togolais des recettes
a commencé par réaliser, Okay. c'est-à-dire la digitalisation des procédures. Donc ça, c'est dans un futur. Ça veut dire qu'actuellement, ça ne se fait pas en 6 mois. Actuellement, les titres fonciers ne sortent pas en 6 mois, nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est vrai. C'est pour cela que nous sommes obligés d'expliquer. 6 mois, en tout cas prévus, Oui. pour y arriver. D'accord. Et les efforts sont en train d'être faits. Si vous suivez, les efforts sont en train d'être faits pour arriver à ces 6 mois, voire même raccourcir. On veut aller même à 1 semaine ou instantanément, lorsque nous avons déjà tous les éléments de préalable qui sont acquis. La digitalisation, comme la numérisation et digitalisation, si nous quittons le papier et que tout est dans le système informatisé, pour éditer un titre foncier, ça va être comme une carte nationale d'identité ou bien un passeport. D'accord. Nous avons déjà tous les éléments dans une base de données. Il suffit simplement de contrôler. Et celui qui est chargé d'éditer, c'est le conservateur. Il appuie sur le bouton, la carte va sortir. Le titre foncier va sortir. Donc nous sommes dans le processus de modernisation. Beaucoup de moyens sont mis. Je crois que les internautes, les requérants, ils en savent quelque chose. Mais ils ont le droit d'être impatients, d'avoir